Lors du dîner de Noël, ma sœur a poussé ma fille de 11 ans dans les escaliers. Puis elle a commencé à filmer et à rire tandis que ma fille pleurait. Ma mère a regardé et a dit « Arrête de faire ton cinéma ». Alors, j'ai agi et j'ai passé 240 jours en prison. Très bien, Reddit. Je vais droit au but. Je viens de purger une peine de 8 mois à la maison d'arrêt de Fresnes après avoir été arrêté pour agression contre ma propre sœur. Et avant que vous ne commenciez à juger, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Parce que si vous aviez un enfant et que vous voyez ce que j'ai vu, vous seriez probablement en train de lire ceci depuis une cellule, vous aussi. Je m'appelle Antoine, j'ai 41 ans. J'étais responsable des opérations pour une entreprise de CVC commerciale en région parisienne. Un gars ordinaire avec une vie ordinaire. Je payais mes factures, j'entraînais l'équipe de football des jeunes le week-end, je n'avais même jamais eu une contravention de stationnement. Une existence typique et ennuyeuse. Puis Noël 2023 est arrivé et tout mon monde a basculé. Mais il faut avoir le tableau complet pour comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. C'est un peu compliqué, alors installez-vous et concentrez-vous avec moi. Il y a 15 ans, j'ai épousé Sophie. 1 an et demi plus tard, notre fille Léna est née. Pendant environ 10 ans, les choses étaient solides. Pas parfaites, mais solides. Puis 2022 est arrivé, et Sophie et moi avons dû admettre que c'était fini. Nous étions devenus des personnes différentes qui voulaient des choses différentes. Nous avons essayé la thérapie, essayé les soirées en amoureux, essayé toutes ces bêtises qu'on vous dit qui réparent les mariages. Rien n'a fonctionné. Après 12 ans ensemble, nous avons mis fin à notre mariage comme des adultes. Le divorce a été propre. Pas de cris, pas d'avocat nous ruinant. Sophie a eu la garde principale de Léna, qui avait 9 ans à l'époque. Je l'avais tous les 2 week-ends et 2 soirs de semaine. Sophie ne vivait qu'à 15 minutes, donc je voyais Léna quand je voulais. Sophie n'a jamais joué avec la garde. Elle a gardé notre divorce entre nous, pas à propos de Léna. Elle m'a même encouragée à amener Léna à mes événements familiaux, ce qui m'amène à ma famille. Mes parents, Bernard et Monique, sont des 68ards autoritaires qui pensent diriger une sorte d'empire. Mon père est un cadre d'assurance à la retraite qui agit toujours comme s'il concluait des affaires. Ma mère est le genre de personne qui sourit tout en glissant des commentaires passifs-agressifs dans chaque conversation. Puis il y a ma sœur, Sandrine, 3 ans de moins, mariée à Étienne, un expert financier. Ils ont un enfant nommé Hugo qui a 6 ans. Quand nous étions enfants, nous étions très proches, mais quelque part dans nos 20 ans, elle a changé. Sandrine a toujours été l'enfant chéri, cependant. Je pourrais guérir le cancer qu'elle serait toujours leur favorite. Ce qui a vraiment créé une division, c'est l'argent. En 2022, Sandrine voulait acheter cette énorme maison bien au-delà de son budget. Elle n'arrêtait pas d'appeler, demandant à Sophie et moi de nous porter garant pour un prêt immobilier de 650 000 € parce qu'elle et Étienne ne pouvaient pas obtenir le prêt seuls. Nous avons examiné la situation. La maison était hors de prix. Les finances de Sandrine étaient un désastre et Étienne avait ruiné son crédit. Et honnêtement, pourquoi le ferions-nous? Nous ne leur devions rien. Alors, nous avons dit non. Nous avons expliqué que s'ils faisaient défaut, nous serions responsables de plus d'un demi-million. Sandrine n'a pas bien pris la chose. Elle a agi comme si je l'avais trahi. À partir de ce moment, les choses sont devenues glaciales. Elle faisait des remarques lors des réunions de famille, disant que j'avais abandonné ma famille. Je pensais qu'elle s'en remettrait. Elle ne l'a pas fait. Nous y reviendrons. La seule personne de ma famille qui vaille la peine est mon cousin Marc, le neveu de ma mère. C'est un avocat pénaliste, il a une vraie colonne vertébrale, et c'est le seul qui ait jamais dénoncé les bêtises de mes parents. Au fil des ans, Marc est devenu la personne à qui je demandais conseil. Un homme direct qui vous dirait la vérité même si elle faisait mal. Il y a aussi mon ami David du travail. Nous sommes amis depuis que j'ai commencé à l'entreprise de CVC il y a 8 ans. Ancien militaire, le genre de gars qui vous aiderait à déplacer un corps sans poser de questions. Il avait rencontré ma famille quelques fois et pensait déjà que Sandrine était un sacré numéro. Voilà le tableau. Père divorcé avec garde partagée, famille toxique avec une sœur rancunière,
tous les ingrédients pour un désastre complet. Et cela nous amène au désastre du Noël 2023. Ce jour-là, j'ai récupéré Léna chez Sophie vers 15 heures. Léna était excitée à l'idée de voir ses grands-parents et son cousin Hugo. Elle portait ce pull bleu que Sophie lui avait acheté, et ses cheveux étaient tressés. L'enfant avait l'air heureuse. Nous sommes arrivés chez mes parents en banlieue vers 16h30. Grande maison, peut-être 30 personnes présentes, la famille, les voisins, les amis golfeurs de mon père. Marc était là, ce qui m'a fait du bien. Sandrine est arrivée avec Étienne et Hugo environ 20 minutes après nous. Étienne m'a serré la main mollement avec un faux sourire. Sandrine m'a à peine reconnue. Hugo est parti jouer aux jeux vidéo avec les autres enfants. Tout semblait normal. Tendu, bien sûr, mais toujours normal pour ma famille. La fête a commencé comme tous les autres Noëls. Papa tenait la cour en bout de table, racontant les mêmes histoires de ses jours de gloire. Maman s'affairait autour de tout le monde, s'assurant que les assiettes étaient pleines. Les voisins faisaient des conversations polies. Marc et moi avons trouvé un coin et avons commencé à parler. Léna a traîné avec les enfants un moment, puis s'est finalement assise sur le canapé à regarder YouTube. Vers 18h30, elle s'est levée et s'est dirigée vers les escaliers. J'ai pensé qu'elle allait aux toilettes. Quelqu'un utilisait celle du bas. Je ne m'en suis pas inquiétée. Pourquoi le ferais-je ? J'étais en train d'expliquer à Marc pourquoi le PSG devait virer tout le monde, du président au dernier joueur, quand je l'ai entendu. Ce bruit fort qui a coupé tout le bruit et la conversation. Le genre de son qui vous fait tomber l'estomac avant que vous ne compreniez ce qui s'est passé. Tout le monde s'est arrêté. Puis nous nous sommes tous tournés vers l'escalier. Léna était en bas, recroquevillée sur le parquet. Son visage était crispé de douleur et ses yeux parcouraient la pièce à ma recherche. À mi-chemin de l'escalier se tenait Sandrine. Et voici ce qui m'a marqué. Pendant peut-être 2 secondes avant qu'elle ne passe en mode inquiétude, j'ai aperçu quelque chose d'autre sur son visage. La satisfaction. Puis Sandrine s'est mise en action. Elle s'est précipitée dans l'escalier, s'est agenouillée à côté de Léna et a commencé tout un spectacle. Oh mon Dieu, Léna, ça va ? Je t'ai dit de ne pas descendre les escaliers en courant. Pourquoi n'as-tu pas écouté ? Et c'est là que les gens ont commencé à rire. À rire, putain. Comme si c'était drôle. L'ami golfeur de papa a levé son verre et a fait une blague sur les enfants qui se croient invincibles. Madame Dubois, la voisine, a secoué la tête, disant que les enfants n'écoutent plus de nos jours. Personne ne l'a pris au sérieux, sauf moi et Marc. Je courais déjà, j'ai repoussé ma chaise avec force, et j'ai atteint Léna en quelques secondes. Elle avait réussi à s'asseoir, mais elle tenait son poignet gauche et essayait de ne pas pleurer. Les larmes tombaient, mais elle essayait d'être forte devant tout le monde. Quand je me suis agenouillée à côté d'elle, elle m'a regardée avec cette expression qui m'a glacé le sang. Puis elle s'est penchée près de moi et a chuchoté à mon oreille, la voix tremblante, « Papa !» Tante Sandrine m'a poussée. Tout est devenu silencieux dans ma tête. J'ai regardé l'escalier. Sandrine se tenait là avec son faux visage inquiet. Et soudain, tout s'est mis en place. Le regard étrange que j'avais surpris, la vitesse à laquelle elle était descendue, le mensonge immédiat à propos de Léna qui courait, la rage qui m'a envahi n'était pas bonne. Je me suis levée lentement, j'ai regardé Sandrine directement, et ma voix est sortie fort. « Pourquoi diable as-tu poussé ma fille dans les escaliers ?» On aurait entendu une mouche voler. Tous les regards allaient de moi à Sandrine. La fausse inquiétude de Sandrine s'est transformée en colère défensive si vite que cela aurait été impressionnant si je n'avais pas été aussi en colère. Quoi ? De quoi diable parles-tu ? Léna est tombée toute seule. Je n'ai rien fait. Elle a levé les mains, jouant la victime, cherchant du soutien dans la pièce. Étienne s'est avancé derrière elle, bombant le torse comme un coq. Mes parents s'approchaient déjà, l'inquiétude sur leur visage. Mais pas pour Léna. Pour la scène que je faisais. N'essaie pas ça. Ma fille vient de me dire que tu l'as poussée. Alors je redemande. Pourquoi ? Son visage est devenu rouge. Vous deux inventez ça pour me faire paraître mauvaise. Je ne ferai jamais de mal à Léna.
Autour de nous, les gens ont commencé à prendre parti. La plupart ont pris le parti de Sandrine, bien sûr. Parfaite Sandrine, qui faisait du bénévolat à l'église. Elle ne pouvait pas faire de mal à sa nièce. Marc était déjà debout. Téléphone sorti, se rapprochant. Il documentait toute la scène. L'argument a dégénéré, les voix sont devenues plus fortes. Léna était toujours assise en bas de l'escalier, ignorée. Hugo a commencé à pleurer. Chaos complet. Puis la voix de mon père a tonné dans la pièce, tout le monde se tait. Nous nous sommes tous figés. Papa se tenait en bout de table, le visage rouge. Maman s'est approchée de Léna. Léna, ma chérie, dis à mamie exactement ce qui s'est passé. Léna a essuyé ses yeux et s'est redressée. Je suis montée aux toilettes. Quand je suis sortie, tante Sandrine était dans le couloir. J'ai commencé à descendre la première. Elle était derrière moi. Quand j'étais à mi-chemin, j'ai senti des mains me pousser très fort dans le dos. Sandrine a immédiatement interrompu, c'est un mensonge. Elle est tombée parce qu'elle allait trop vite. Maintenant, elle invente des histoires. Maman a hésité. Léna, chérie, es-tu sûre? Parfois, quand on tombe, on a l'impression que quelqu'un nous a poussés. Ma tension artérielle a monté en flèche. Maman, arrête. Léna sait ce qui s'est passé. Pourquoi diable mentirait-elle? Léna a regardé maman avec plus de confiance, tante Sandrine m'a poussée. Maman s'est levée, le visage froid. Léna, tu en fais tout un plat pour rien. Tu es dramatique. J'ai craqué. Je me suis mis devant maman. Qu'est-ce que tu viens de dire? Maman n'a pas reculé. C'est juste une chute dans les escaliers. Tu couves trop cette fille, Antoine. C'est là que Sandrine a sorti son téléphone et a commencé à filmer pour Instagram. Et les amis, regardez ma nièce. Elle est tombée dans les escaliers par négligence et maintenant elle essaie de me blâmer. Vous y croyez? Elle humiliait ma fille alors qu'elle était blessée. J'ai franchi la distance en 2 pas, j'ai pris le téléphone et j'ai arrêté l'enregistrement. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon téléphone. Ferme-la. J'ai crié. Étienne a essayé de le récupérer, mais je l'ai tenu éloigné. La pièce a éclaté. Les gens hurlaient, mes parents essayaient de calmer les choses. Sandrine criait pour son téléphone. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17, police. Tout le monde s'est arrêté et a fixé. J'appelle la police. Maman s'est précipitée, essayant de prendre mon téléphone. Arrête ça. Tu veux que le quartier nous critique? C'est une affaire de famille. Les voisins sont déjà là, maman. Sandrine a croisé les bras avec ce sourire suffisant, vas-y. Quand ils arriveront et prouveront que ta gamine ment, on verra qui aura des problèmes. Je les ai ignorés et j'ai attendu que l'opératrice décroche. Mais avant que quiconque ne réponde, papa m'a arraché le téléphone des mains et a mis fin à l'appel. Je l'ai regardé avec incrédulité. Quoi? Papa m'a regardé froidement, complètement calme, et a dit, je ne veux pas de la police ici. Et même si Sandrine l'a poussé, c'était un accident. N'appelle pas la police pour ta propre sœur pour un putain d'accident. Les mots sont restés en suspens. J'ai regardé autour de la pièce toutes ces personnes que je connaissais depuis toujours. La famille, les amis, les gens qui avaient vu Léna grandir, et pas une seule personne ne se souciait qu'elle soit assise là, souffrante, agressée et traitée de menteuse. Ils avaient tous choisi Sandrine, et c'était une erreur car je n'allais pas les laisser faire ça à ma fille. La pièce est restée figée. Puis Marc s'est avancé de l'endroit où il était resté silencieusement sur le côté. Tous les regards se sont tournés vers lui alors qu'il marchait au centre. Téléphone levé. Sandrine a poussé Léna. J'ai tout enregistré. On aurait pu alimenter toute la ville de Paris avec le choc qui a traversé cette pièce. Les bouches se sont ouvertes. Sandrine est devenue pâle. Mes parents avaient l'air d'avoir été giflés. Marc est resté calme. Il a tapoté son téléphone plusieurs fois. Je l'envoie au groupe de discussion familiale tout de suite. Tout le monde peut le voir.
Étienne a retrouvé sa voix le premier, bien qu'elle ait craqué. N'importe quoi. Il n'y a pas de vidéo. J'ai récupéré mon téléphone des mains de papa. J'ai ouvert le groupe de discussion. C'était là. J'ai appuyé sur lecture. La vidéo montrait la fête sous l'angle de Marc près de la salle à manger. On pouvait voir clairement l'escalier en arrière-plan. La qualité était décente. Marc avait un nouvel iPhone. On voyait Léna descendre prudemment les escaliers. Juste derrière elle se trouvait Sandrine. Et juste comme Léna l'avait dit, quand Léna était à mi-chemin, Sandrine a tendu les 2 mains et l'a poussée fort dans le dos. On pouvait voir le corps de Léna se projeter en avant, ses bras s'agiter avant qu'elle ne dégringole le reste de l'escalier. La vidéo s'est terminée. Personne n'a parlé. Puis il a rompu le silence. Je filmais les réunions de famille pour ma mère, car elle ne peut plus voyager. Elle regarde les vidéos plus tard. J'ai tout filmé. Mes parents se tenaient là, l'air choqués. La bouche de papa s'ouvrait et se fermait, mais rien ne sortait. Maman avait la main sur la poitrine. La confiance de Sandrine s'est évaporée. Elle ressemblait à un animal acculé, les yeux cherchant une échappatoire. Étienne regardait sa femme comme s'il voyait une étrangère. Quant à moi, j'ai fait quelque chose que je ne regrette absolument pas. Je l'ai regardée, cette personne qui avait poussé ma fille, puis menti, puis s'était moqué d'elle en vidéo, puis l'avait accusée de mentir. Je n'ai rien dit, j'ai juste commencé à marcher vers elle. Elle m'a vu venir et a reculé. Antoine, attends. Je n'ai pas attendu. Je l'ai attrapée par la gorge, sans l'étrangler, juste en contrôlant, et j'ai commencé à la traîner vers les escaliers. Elle s'est débattue, griffant mon bras. La pièce a éclaté en cris. Antoine, arrête. Que quelqu'un l'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Mes parents se sont précipités. Maman pleurait. Papa criait. Étienne a essayé de m'attraper, mais je l'ai repoussé assez fort. Il a trébuché contre la table basse. Marc criait quelque chose sur les conséquences. Hugo criait pour sa mère. J'ai tout bloqué. Je l'ai traînée dans les escaliers. Elle criait maintenant, vraiment terrifiée, suppliant tout le monde de l'aider. Des gens nous suivaient, mais j'étais plus rapide, courant sur une rage pure. Quand j'ai atteint le milieu de l'escalier, j'ai lâché sa gorge et je me suis placé derrière elle. Puis je lui ai donné un coup de pied fort, en plein entre les omoplates. Elle n'est pas juste tombée. Elle a volé, atterrissant au-delà de l'endroit où Léna avait atterri et s'est écrasée dans la foule en bas. Le son qu'elle a fait restera gravé en moi pour toujours. Je suis descendu calmement les escaliers tandis que le chaos éclatait. Sandrine était au sol, gémissant. Étienne la vérifiait. Les gens hurlaient, pleuraient et me criaient dessus. Maman sanglotait. Papa criait et jurait. Marc m'a regardé avec cette expression triste. David, qui était resté au fond tout le temps à observer tout se dérouler, a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de tête, comme s'il comprenait. J'ai traversé la foule comme s'il n'était pas là, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le 17 à nouveau. Cette fois, personne n'a essayé de m'arrêter. Quand l'opératrice a répondu, j'ai dit d'une voix calme, j'ai besoin de la police et des pompiers. Je viens d'agresser ma sœur en représailles pour ce qu'elle a fait à ma fille. Voici l'adresse. Je leur ai donné les informations, j'ai raccroché et je me suis tenu près de la porte, attendant. La fête était finie. 15 minutes plus tard, la rue s'est illuminée de lumière rouge et bleue. 3 voitures de police et une ambulance se sont garées devant la maison de mes parents. Quand les officiers sont entrés, Sandrine était au sol avec Étienne planant au-dessus d'elle, mes parents choqués et moi debout près de la porte comme si j'attendais un VTC. L'officier principal a jeté un coup d'œil et a su que la nuit serait longue. Ils ont séparé tout le monde au commissariat. Moi, Léna, mes parents, Sandrine et Étienne, Marc, David, tous dans des pièces différentes. Il était minuit passé et l'endroit avait cette énergie épuisée de fin de service. Les services sociaux ont acheminé Léna au centre d'aide aux enfants pour un entretien médico-légal. Sophie les a rencontrés à l'hôpital. Puis les services sociaux ont coordonné l'entretien du CAC la même nuit. Procédure standard, interrogateur formé,
vitre sans teint, audio clair. C'était une sorte de torture de savoir que mon enfant était effrayé et blessé et que je ne pouvais pas être là. Mais ils m'ont assuré que Sophie était appelée, ce qui m'a soulagée. Au moins Léna ne serait pas seule. Ils m'ont mis dans une salle d'interrogatoire. Petite table métallique grise, chaises inconfortables, tout ce qui va avec. Je suis resté assis là pendant peut-être 20 minutes avant que le détective Dubois n'entre. Il a posé un dossier, a allumé l'enregistreur et s'est assis en face de moi. Monsieur Martin, racontez-moi ce qui s'est passé ce soir. Alors je l'ai fait. Je lui ai tout raconté. J'ai juste exposé les faits. Il a pris des notes, hochant occasionnellement la tête. Quand j'ai fini, il a levé les yeux. Des antécédents de violence? Un casier judiciaire? Non. C'est la première fois. Il m'a étudié. Vous comprenez que ce que vous avez fait est une agression? Oui. Le regrettez-vous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Quelque chose a changé dans son expression. Il a fini les questions, a éteint l'enregistreur, s'est penché en avant et a dit doucement, « J'ai une fille. » Je comprends. Il s'est levé et est sorti, me laissant assis là à digérer tout. Il s'est avéré que pendant que j'étais interrogé, Sandrine était à l'hôpital pour un examen. Forte contusion au dos et à la colonne vertébrale, léger traumatisme rachidien, mais rien de mortel. Elle se remettrait. Pendant ce temps, les blessures de Léna étaient mineures. Poignet contusionné, genoux éraflés, rien de cassé. Ils m'ont incarcéré cette nuit-là. J'ai vu le juge. La caution a été fixée à 20 000 €. Marc a appelé un garant et j'étais libre à 3 heures du matin sous condition de non-contact et de restriction de déplacement. Je suis sorti et j'ai trouvé mes parents debout près de leur voiture. Ils m'ont regardé comme s'ils voulaient dire quelque chose, puis sont montés et sont partis sans un mot. Marc attendait près de sa voiture. Il avait l'air épuisé et tiraillé. « Tu as besoin d'un taxi ?» a-t-il demandé. « Non, je dois aller à l'hôpital. »« Voir Léna ?» Il a hoché la tête, n'a pas discuté et est parti. David était appuyé contre son camion, fumant une cigarette. Quand il m'a vu, il l'a jeté et s'est approché. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Non. »« Tu veux de la compagnie à l'hôpital ?» J'ai hoché la tête. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital européen Georges Pompidou et que nous avons trouvé la chambre de Léna, j'ai pu voir Sophie à travers la porte. Elle était assise sur le lit, tenant notre fille, lui caressant les cheveux. Je suis resté là à les regarder un instant. Même si Sophie et moi n'avons pas fonctionné en tant que couple, elle était une sacrée bonne mère. J'étais reconnaissant qu'elle soit arrivée si vite. Quand je suis entré, le visage de Léna s'est illuminé. Je l'ai embrassée sur le front. « Comment vas-tu, ma puce ? » Mon poignet me fait mal, mais ça va. Sophie s'est levée et m'a fait signe de sortir dans le couloir. David est resté avec Léna. Quand Sophie et moi étions seuls, elle m'a regardé sérieusement. Merci de l'avoir protégée. Léna m'a tout raconté. Elle a fini sa phrase en secouant la tête de dégoût. J'ai vu la vidéo que Marc a envoyée. Je ne dis pas que ce que tu as fait est juste, mais je comprends pourquoi. J'ai regardé Sophie dans les yeux. Personne ne touche à notre fille. Je sais, a-t-elle dit doucement, puis elle a ajouté. J'étais terrifiée quand les services sociaux ont appelé. Mais quand Léna m'a dit ce que tu avais fait, elle a fait une pause. Tu lui as montré que son père la protégera quoi qu'il arrive. C'est important. Debout dans ce couloir d'hôpital à 4h30 du matin, Sophie et moi avons trouvé une nouvelle entente. Nous n'étions plus un couple, mais nous étions des parents, protégeant tous les deux notre enfant. Sophie est retournée avec Léna pendant que David et moi trouvions un distributeur automatique. Nous avons pris du café et nous nous sommes assis dans la salle d'attente, sans dire grand-chose. David a compris que je n'avais pas besoin de conversation, juste de compagnie. Après un moment, il a dit, « Ta famille est un sacré numéro. » Comme si ce n'était pas une nouveauté pour toi. Il a souri. Le procureur de la République a d'abord déposé une plainte pour agression aggravée. Un grand jury a inculpé en janvier 2024.
Nous avons eu des découvertes et des audiences jusqu'au printemps. En juin 2024, j'ai plaidé coupable d'agression ayant causé des lésions corporelles. 240 jours en prison et 8 000 € de dédommagement. Un casier judiciaire vierge avant cela a aidé. J'ai accepté. Le tribunal de grande instance de Paris ressemblait exactement à ce à quoi on s'attend un jour de procès, imposant, froid, conçu pour vous faire sentir petit. Je me suis présentée dans mon seul costume. Sophie était assise derrière moi. Nous avions convenu que Léna ne devait pas être là. Sandrine et Étienne étaient assis de l'autre côté, loin de moi. Mes parents étaient dans une zone neutre, essayant toujours de savoir quel enfant soutenir. Marc était assis au dernier rang, ses instincts d'avocat analysant chaque mouvement procédural. David a pris un jour de congé pour être là. Il n'a pas dit grand-chose, il s'est juste présenté. C'était le genre d'ami qu'il était. Quand ils ont amené Sandrine à la barre des témoins, elle avait l'air abattue. Après le serment, l'avocat de Sandrine a essayé de susciter la sympathie avec des questions faciles. Mais le procureur a vite coupé court aux balivernes. Et c'est là que Sandrine a dit quelque chose qui a fait halter la salle d'audience. Je l'ai fait pour me venger de son ex-femme. Quoi? Je me suis tournée pour regarder Sophie. Elle avait l'air aussi confuse que moi. Sandrine et Sophie se connaissaient à peine. Elles avaient interagi peut-être une douzaine de fois pendant notre mariage, toujours polies et distantes. La juge Lopez s'est penchée en avant. Expliquez cette déclaration, mademoiselle Martin. La voix de Sandrine était plate, sans émotion, comme si elle avait répété cela et avait perdu tout sentiment derrière les mots. En 2022, je voulais acheter une maison, une très belle maison qu'Étienne et moi ne pouvions pas obtenir seuls. J'ai demandé à Antoine et Sophie de se porter garant pour un prêt immobilier de 650 000 €. Sophie a dit non. Elle m'a dit que c'était trop risqué, qu'il ne pouvait pas prendre cette responsabilité. Je l'ai haï depuis. Je la hais toujours. Le tribunal a bourdonné. La juge a frappé son marteau. La main de Sophie a agrippé le banc devant elle, les jointures blanches. Je me suis souvenu de cette conversation. Sandrine était obsédée par cette énorme maison. Sophie avait fait des recherches et avait réalisé que la situation financière de Sandrine était un désastre imminent. Un paiement manqué et nous serions responsables de plus d'1 demi-million. Nous avons été sauvés de la ruine financière en disant non. Et Sandrine avait nourri cette rancune pendant plus d'1 an avant de la faire payer à une enfant innocente. La juge Lopez a regardé Sandrine avec un dégoût à peine dissimulé. Mademoiselle Martin, vous avez blessé un enfant pour punir un adulte. C'est pourquoi vous allez en prison. Le procès a avancé rapidement après cela. Avec la preuve vidéo et la confession du motif de Sandrine, il n'y avait pas grand-chose à débattre. Marc s'était assuré que la vidéo était authentifiée correctement. Sandrine a plaidé coupable de blessure sur un enfant. La juge Lopez lui a donné 3 ans de prison et une ordonnance de protection de 5 ans, la tenant à 100 mètres de Léna et Sophie. L'ordonnance couvrait tout. Pas d'appel, pas de SMS, pas de médias sociaux, et pas de contact par des tiers. Et cela incluait de rester à l'écart de l'école et des activités de Léna. Dans les 2 semaines suivant la condamnation, Étienne a demandé le divorce et une modification de la garde d'urgence. Son avocat a cité la condamnation pénale de Sandrine, l'ordonnance restrictive et sa menace avérée pour la sécurité des enfants. Le tribunal de la famille a accordé à Étienne la garde physique principale, Sandrine ne recevant aucun droit de visite, en attendant l'achèvement de sa peine et une future évaluation de sa capacité parentale. Au moins, le gars avait enfin montré du cran. Mon tour est venu ensuite. Malgré tout, la provocation, la protection de mon enfant, mon casier vierge, j'allais quand même faire face aux conséquences de ce que j'avais fait. Peine, 240 jours à la maison d'arrêt de Fresnes, plaidoyer de délit de classe A pour agression ayant causé des lésions corporelles, et 8 000 € de dédommagement. Quand le juge a lu ma sentence, je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni colère, ni regret. J'ai juste accepté. 8 mois pour m'assurer que ma fille sache que son père ne laisserait personne lui faire du mal sans conséquence. Ça en valait vraiment la peine. La maison d'arrêt de Fresnes n'est pas un film, mais ce n'est pas un complexe hôtelier non plus.
J'ai purgé 240 jours de prison pour le délit. Les premiers jours ont été les plus difficiles, s'adapter au bruit, à la routine, à la perte totale d'intimité et de liberté. J'ai partagé une cellule avec un gars nommé Grand Gio qui était là pour son 4e délit de conduite en état d'ivresse. Quand je lui ai dit pourquoi j'étais là, il a juste hoché la tête et a dit « Mec, j'ai 3 filles. » J'aurais fait pire. La plupart des gars là-bas comprenaient. La nouvelle s'est répandue sur la raison de mon incarcération, et j'ai eu du respect. Même les gardiens me traitaient correctement. La vie à l'intérieur a développé un rythme. Réveil à 5h30 au son des portes métalliques qui claquent. Petit déjeuner dans une cafétéria bondée qui sentait le nettoyant industriel et les mauvais œufs. Tâche de travail en cuisine pendant quelques heures. Travail sans réfléchir qui me permettait de me vider la tête. Déjeuner, plus de travail, ou temps de promenade si le temps le permettait. Dîner, soirée en cellule. Le plus dur n'était pas la routine ou le manque de liberté. C'était de manquer Léna, de manquer les petites choses. Aider aux devoirs, faire des crêpes le dimanche matin. Vous savez, j'avais pris pour acquis à quel point ma vie tournait autour d'être son père. Mais chaque semaine, Sophie amenait Léna me rendre visite. Pluie, soleil, neige. Elles n'ont jamais manqué une seule fois. Pas quand Sophie avait la grippe, pas quand Léna avait un événement scolaire. Pas quand il aurait été plus facile de sauter. Elles se sont toujours présentées. La première visite a été difficile. Léna a essayé d'être forte, mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle était effrayée et triste, et je me sentais le pire père du monde de lui faire subir ça. Mais elle m'a tenu la main à travers la vitre de la séparation et a dit « Papa, merci de m'avoir protégée. » Ma douce enfant. Au fil des semaines, les visites sont devenues plus faciles. Léna me tenait au courant de l'école, de ses amis, d'un garçon qu'elle trouvait mignon, des trucs normaux de préadolescente. Sophie me donnait des nouvelles de la thérapie. Apparemment, Léna travaillait surtout avec un conseiller et allait bien. Elles semblaient toutes les deux bien, ce qui était tout ce que je pouvais demander. David venait toutes les 2 semaines, apportait des nouvelles du travail, des mises à jour sportives, s'assurait que je savais que mon travail m'attendait à ma sortie. Stéphane, notre patron, avait apparemment dit à tout le bureau que je prenais un congé prolongé pour raison familiale, et que quiconque avait un problème avec ça pouvait trouver un autre emploi. Les bonnes personnes existent. Marc venait une fois par mois, apportait toujours des mises à jour légales, des nouvelles de la famille. Il avait clairement exprimé sa déception au procès, mais ne m'avait jamais abandonné. C'est ce que fait la vraie famille. Elle est en désaccord avec vous mais ne disparaît pas. Mes parents, ils ont envoyé une lettre environ 6 semaines après mon incarcération. Des excuses tièdes remplies de « Nous n'avons pas compris et nous avons été choqués et nous vous aimons tous les deux ». Je l'ai lu une fois et je n'ai jamais répondu. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec une lettre. Sandrine était dans un établissement pour femmes de l'autre côté de Paris, purgeant sa peine. Je n'y pensais pas beaucoup. Je ne gaspillais plus mon énergie sur la colère. Elle avait fait ses choix et vivait avec. Tout comme moi. Les gars avec qui j'étais incarcéré sont devenus quelque chose comme des amis. Grand Gio m'a appris le poker. J'ai appris à un jeune appelé Carlos à écrire de meilleures lettres de motivation pour sa sortie. Il y avait une étrange fraternité là-dedans. Un tas de gars qui avaient foiré de diverses manières, juste en train d'essayer de survivre. La nuit, allongé sur mon lit, écoutant Grand Gio ronfler et les bruits lointains de la prison. Je pensais à ce Noël, au regard sur le visage de Léna quand elle est tombée. Et je pensais à la sensation de ma botte rencontrant le dos de Sandrine. La satisfaction que cela procurait. Je n'ai jamais ressenti de culpabilité. Les mois ont passé lentement. L'été a fait place à l'automne. J'ai manqué le 12e anniversaire de Léna, ce qui m'a tué. Sophie a envoyé des photos de la fête. Léna souriant avec des amis, soufflant des bougies. Elle avait l'air heureuse. Ça a aidé. J'ai fait de l'exercice dans la cour, j'ai lu tous les livres de la bibliothèque de la prison qui n'étaient pas de la Camelote, et j'ai compté les jours. 8 mois, ce n'est pas si long dans l'ensemble des choses, mais quand on le vit, bon sang, chaque jour ressemble à une semaine. Enfin,
En octobre 2024, je suis sortie, ma peine purgée, ma dette envers la société payée, appelez ça comme vous voulez. Les portes de la maison d'arrêt de Fresnes se sont ouvertes, et je suis entrée dans un soleil d'automne qui se sentait mieux que tout ce que j'avais ressenti depuis des mois. Sophie et Léna m'attendaient. Léna a couru vers moi et m'a serré si fort. Sophie est restée en arrière, mais a souri. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet jusqu'à chez Sophie. Nous nous sommes juste assis dans un silence confortable pendant que je regardais des choses normales que j'avais prises pour acquises. Les arbres, la circulation, les gens promenant leurs chiens. La liberté d'aller où l'on veut quand on veut. Cette première nuit dans mon propre appartement, dormant dans mon propre lit, mangeant de la vraie nourriture, prenant une douche seule. C'était le paradis. Je savais que la reconstruction ne serait pas facile, mais ça va. Je suis sortie maintenant. Puis environ 7 mois après ma libération, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Antoine, c'est moi, la voix de Sandrine. Je ne l'avais pas entendue depuis 1 an et demi. Elle sonnait différemment, plus petite. J'aurais dû raccrocher immédiatement. Au lieu de cela, j'ai demandé, comment as-tu eu ce numéro ? Maman me l'a donné. Je dois te parler en personne. S'il te plaît. Pourquoi ? Je dois m'excuser. J'ai travaillé avec un thérapeute et je dois faire amende honorable. S'il te plaît, Antoine, 1 heure. C'est tout ce que je demande. J'y ai pensé. Une partie de moi voulait lui dire d'aller au diable, mais une autre partie voulait la regarder dans les yeux une dernière fois. Voir si elle le regrettait vraiment ou si ce n'était qu'une autre manipulation. D'accord, 1 heure. Le parc près de l'ancien quartier demain à 14 heures. Elle a accepté immédiatement. J'ai pu entendre sa voix s'illuminer. Cela aurait dû être mon premier signe d'alerte. Le lendemain, je me suis présentée au parc de Bagatelle et j'ai trouvé un banc loin de l'aire de jeu. J'ai envoyé un SMS à David pour lui dire où j'étais, juste au cas où. Il a répondu, « Tu veux du renfort ?» Je lui ai dit non, mais j'ai apprécié. Sandrine est arrivée à 14 heures pile. Elle avait l'air plus mince, fatiguée. Elle était en liberté conditionnelle, couvre-feu, restriction de voyage et points mensuels. Elle m'a repéré et s'est approchée lentement. Elle s'est assise en face de moi. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, elle a dit, « Merci de m'avoir rencontré, mon frère. » Je n'ai pas répondu. Elle a tripoté ses mains. J'ai été en thérapie pour essayer de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Mon thérapeute dit que j'ai des problèmes de colère non résolus et que je les projette sur les personnes qui déclenchent mes insécurités. Parole de thérapie. Magnifique. Sandrine, va droit au but. Pourquoi voulais-tu me rencontrer ? Elle a pris une respiration. Je dois te faire savoir que je suis désolée. Je suis vraiment profondément désolée pour ce que j'ai fait à Léna. C'était mal. C'était impardonnable. Et j'ai passé chaque jour depuis à souhaiter pouvoir revenir en arrière. J'ai étudié son visage, cherchant la sincérité, cherchant l'arnaque, car il y avait toujours une arnaque avec Sandrine. D'accord. Tu t'es excusée. C'est fini ? Non. Elle s'est penchée en avant. Je dois te demander quelque chose. Une faveur. Ça y est. Je savais que ce n'était pas juste des excuses. Étienne divorce de moi. Tu sais, il a la garde complète d'Hugo. Je n'aurai rien quand ma liberté conditionnelle prendra fin. Pas de mari, pas de fils, pas de maison, rien. Je pouvais voir où cela allait, mais je l'ai laissé parler. Maman et papa ne m'aideront pas. Ils ont dit que j'avais fait mon lit, mais toi. Tu as réussi. Tu as de l'argent. J'ai besoin d'aide pour me remettre sur pied. Juste un petit prêt. Peut-être 20 000 € pour trouver un appartement, acheter une voiture, recommencer. Le culot qu'elle avait. J'étais presque impressionnée. Tu as poussé ma fille dans les escaliers. Et maintenant tu veux que je te donne de l'argent ? J'ai dit que j'étais désolée. J'ai foiré. D'accord. Oui. Et pour tes excuses, je devrais te récompenser.
Désolé, n'efface pas ce que tu as fait, Sandrine. Son expression a commencé à changer. Le masque glissait. J'ai tout perdu, Antoine. Tout. Tu ne penses pas que j'ai assez payé? Non, je ne pense pas que tu aies payé assez du tout. Ses yeux se sont durcis. Comment peux-tu être si cruel? Il se trouve que je l'étais. Elle s'est calmée à nouveau, mais c'était forcé. Bien, alors je dois te demander autre chose. Mon conseiller m'a dit de te demander une déclaration de victime afin que je puisse essayer d'obtenir une libération anticipée de ma liberté conditionnelle. J'ai besoin que tu dises que tu me pardonnes et que tu crois que je suis en sécurité pour être entouré afin qu'ils envisagent de mettre fin à la surveillance plus tôt. Je ne peux pas vivre comme ça, Antoine. Couvre-feu, point régulier, je ne peux pas quitter le département. Je ne peux pas voir mon propre fils. S'il te plaît, je t'en supplie. Et là, c'était la vérité. Aucun remords, pas d'excuses sincères. Elle était juste désespérée. Non. Quoi? J'ai dit non. Tu n'auras pas mon aide. Tu n'auras pas mon pardon. Tu n'auras rien de ma part. Mais je me suis excusée et tu ne me pardonnes pas? Son visage s'est complètement transformé en une seconde. Espèce de crétin moralisateur. Après tout ce que notre famille a traversé, tu ne peux même pas aider ta propre sœur? Tu n'es plus ma sœur. Tu as perdu ce titre quand tu as blessé ma fille. Elle s'est levée rapidement, renversant sa chaise. Les gens dans le parc commençaient à fixer. Tu sais quoi? Va te faire foutre, Antoine. Va te faire foutre, toi et ta précieuse fille. J'aurais dû la pousser plus fort. C'était ça, la vraie Sandrine. Je me suis levée lentement, je l'ai regardé calmement droit dans les yeux et j'ai dit doucement, tu devrais partir maintenant avant que je ne gâche à nouveau ma liberté et que je ne fasse quelque chose que nous regretterons tous les deux. Pendant un instant, elle a eu l'air effrayée. Vraiment effrayée. Comme si elle réalisait qu'elle venait de menacer ma fille en face après que j'ai purgé 8 mois pour la défendre. Elle a reculé d'un pas, ce n'est pas fini, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. Oui, ça l'est. Ne me contacte plus. N'essaie pas de contacter ma fille ou Sophie. Tu n'es rien pour nous maintenant. Moins que rien. Son visage s'est froissé. Puis elle a commencé à pleurer. De vraies larmes cette fois. S'il te plaît, Antoine. Je n'ai personne d'autre. J'ai besoin d'aide. Je suis désespérée. Nous avons terminé ici. Je suis passée devant elle vers la sortie. Elle m'a attrapé le bras. Je dirai à tout le monde que tu m'as menacé. Je te ferai renvoyer en prison. J'ai dégagé mon bras et je me suis penchée près d'elle. J'ai 12 témoins dans ce parc qui viennent de te voir menacer à nouveau ma fille. De plus, j'ai enregistré toute cette conversation sur mon téléphone. Et c'est moi. J'ai levé mon téléphone où j'avais enregistré depuis qu'elle s'était assise. Son visage est devenu blanc. Elle n'avait plus rien. Je suis sortie de ce parc et je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai ressenti ni satisfaction ni vengeance ni quoi que ce soit. Juste le soulagement de ne jamais avoir à la revoir. Le soulagement qu'elle éprouvait 2 fois qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. Sandrine a purgé l'intégralité de sa période de liberté conditionnelle, pas de libération anticipée, surveillance complète pendant 18 mois supplémentaires. Étienne a obtenu la garde exclusive permanente, l'ordonnance restrictive restant en vigueur. Mes parents ont essayé de se réconcilier avec elle après la fin de sa liberté conditionnelle, mais elle les a complètement coupés. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, elle a déménagé dans une autre région et occupe un emploi sans avenir. Nous n'avons aucun contact. Mes parents, nous sommes civils maintenant, à peine. Nous nous voyons lors d'événements familiaux occasionnels et maintenons une distance polie. Ils savent qu'ils ont mal choisi ce Noël-là. Ils ne se sont jamais vraiment excusés, mais la culpabilité se manifeste dans la façon dont ils traitent Léna maintenant. Toujours à lui acheter des cadeaux, toujours à lui poser des questions, toujours à surcompenser. C'est trop peu trop tard, mais Léna a un cœur plus grand que le mien. Elle accepte leur tentative de rédemption. Marc et moi avons arrangé les choses.
Il a compris pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, même s'il n'était pas d'accord avec la manière. David est toujours mon meilleur ami, toujours le gars que j'appellerais si j'avais besoin d'aide pour enterrer un corps. Sophie et moi, nous sommes de meilleurs coparents maintenant que nous ne l'avons jamais été en tant que conjoints. Elena s'épanouit. Elle a 12 ans maintenant, elle réussit bien à l'école, elle traîne avec ses amis, elle est une adolescente normale. La thérapie l'a aidée à tout surmonter. Elle ne bronche pas près des escaliers, elle ne fait pas de cauchemars à ce sujet. Elle sait juste, elle sait vraiment que son père la soutient, et ça vaut tout pour moi. Alors oui, c'est mon histoire. L'histoire de comment j'ai passé 8 mois en prison pour avoir donné un coup de pied à ma sœur dans les escaliers parce que j'ai choisi de protéger ma fille. Le ferais-je différemment si je pouvais revenir en arrière? Absolument pas. Je l'aurais traîné plus haut et j'aurais frappé plus fort. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité de hype. Si cette histoire vous a captivé, appuyez sur le bouton hype. Cela indique à YouTube, cette vidéo mérite de faire le buzz, et ça nous apporte encore plus d'histoires folles.